Là, pour vous présenter le projet Interstice, je suis un petit peu ému parce que c'est la première fois que je le présente publiquement. Il y a beaucoup de monde impliqué. Merci. Merci. C'est gentil. Il y a beaucoup de monde impliqué, beaucoup de monde connaissent ce projet. D'ailleurs, il y en a plusieurs dans la salle. Mais vraiment, c'est la première fois que je le présente à une audience qui n'en a jamais entendu parler. Et donc, j'aimerais d'abord reconnaître le fait que je ne suis pas le seul co-auteur de ce projet-là. Il y a François qui n'a pas pu être là aujourd'hui, René de Cotteret qui est vraiment avec moi l'autre co-auteur du projet. On est les deux à avoir pensé le projet, mais il y a énormément de monde, comme je le disais, qui est impliqué. Beaucoup de partenaires. Je vais essayer de les nommer tous, mais il y a toute la liste à la fin de la présentation. Et je veux remercier les personnes les institutions qui ont subventionné le projet, c'est-à-dire le CRSH, le Conseil de la recherche en sciences humaines du Canada, et le ministère de l'Énergie, de l'Innovation et de l'économie. Je ne sais pas si je les ai mis dans le bon sens. C'est pas grave, mais le SUS de la capitale nationale, bien entendu, est impliqué. L'OTIAC, l'Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec, et des organismes communautaires comme le Centre multiethnique ou la Maison pour femmes immigrantes de Québec. Voilà pour les présentations. Alors, qu'est-ce que c'est Interstice? C'est un portail web pour les professionnels de l'interprétation communautaire ou pour la communauté de l'interprétation communautaire au Québec. Et c'est un portail web qui aura deux plateformes, une plateforme de formation et une plateforme d'échange. Je vais venir plus en détail là-dessus un peu plus tard dans la présentation. Un peu le rationnel du projet. On a deux communautés, en fait, celle des usagers allophones ou anglophones, dont la première barrière à l'accès au service, c'est la langue, bien entendu. Et on sait par la recherche, il y a un volume assez important de recherche, que s'ils n'ont pas accès dans la langue qu'ils maîtrisent, dans une langue qu'ils maîtrisent, aux services de santé en particulier, eh bien, ils vont bien moins comprendre les informations, ils vont moins avoir accès à des services adéquats. On va, par exemple, avoir plus de diagnostics inappropriés, plus de prescriptions inappropriées, plus d'hospitalisations inappropriées, des retours parfois fréquents ou parfois pas du tout de retour en institution, alors qu'ils devraient revenir. Enfin bref, il y a un énorme risque pour ces personnes-là à ne pas recevoir des soins adéquats par rapport à leurs conditions. Ça, c'est pour les usagers non francophones, et on le sait depuis longtemps, c'est documenté depuis longtemps, mais on connaît un peu moins la situation des interprètes, et eux aussi vivent une barrière qui n'est pas celle de la langue, mais c'est celle de la professionnalisation. Dans certains pays, il faut une maîtrise pour interpréter dans un hôpital ou dans le système judiciaire, par exemple. Or, au Canada, il n'y a pas cette obligation, et même au Québec, il n'y a pas de formation du tout. À part les efforts que font les banques d'interprètes pour aller chercher des formations sur mesure, comme le fait la Banque du réseau de la santé, par exemple. Donc, la barrière qu'eux rencontrent, c'est, comme je le disais, la professionnalisation. Et ça implique quoi? Ça implique qu'il n'y a pas de reconnaissance pour le travail qu'ils font. Ils sont souvent très, très isolés, et ça, ils le rapportent dans les quelques recherches. Il y a beaucoup moins de recherches là-dessus, mais il y a des recherches qui le montrent quand même. Ils sont isolés, ils ne se sentent pas soutenus. Et on sait aussi que c'est une population qui est très à risque de burn-out, par exemple, ou de fatigue de compassion. Beaucoup plus que les autres intervenants dans les mêmes milieux. Donc, c'est des taux qui peuvent doubler ou tripler par rapport aux professionnels qui ont reçu une formation et qui ont du soutien de la part des institutions. Et il y a aussi un fort roulement de personnel. Donc, si on veut atténuer la barrière de la langue, il faut aussi s'occuper de la barrière que rencontrent les interprètes et ceux qui portent la responsabilité au quotidien. Un des problèmes avec la professionnalisation de l'interprétation communautaire, c'est que c'est un flou intense, il y a un grand flou par rapport à ce que c'est. Il y a toutes sortes d'acteurs qui se prononcent là-dessus. Et il y a toutes sortes de définitions de qu'est-ce que c'est que le rôle ou les rôles de l'interprète, etc. Est-ce qu'il faut impliquer la médiation, par exemple, comme le disait mon collègue Michel, ou pas, etc. Dans le passé, il y a eu des initiatives pour essayer de clarifier ces choses-là. Vous avez peut-être entendu parler de la Critical Link, qui est devenue une association savante, qui est un peu moins active aujourd'hui, mais qui est née dans les années 90 au Canada, mais qui est devenue internationale par la suite, qui avait une approche un peu traditionnelle. On réunit des chercheurs, des experts sur la question pour essayer de définir qu'est-ce que c'est ce champ-là, et les éléments de ce champ-là. Puis on va émettre des recommandations sur l'interprétation communautaire. C'est ce qu'on appelle aussi l'approche troisième personne en recherche, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui observe deux autres, par exemple, qui sont en interaction et qui mesure, observe et en tire des conclusions.
Ça a eu des effets dans certains endroits du monde, et parce qu'on a écouté les chercheurs, un petit peu moins au Québec et un petit peu moins au Canada. On s'est dit qu'il fallait peut-être une nouvelle approche, voilà, enfin, essayer de faire autre chose, et c'est le projet Interstice. Ça, c'est une approche où il y aura toujours, évidemment, un volet recherche, mais je vous en parlerai moins aujourd'hui, mais une approche peut-être verticale où on veut transmettre des connaissances aux interprètes, des connaissances de base, pour qu'ils puissent avoir une idée de qu'est-ce que c'est que le rôle d'interprète et la profession d'interprète. Mais on va aussi mettre ensemble toutes les personnes concernées par l'interprétation communautaire, et pas seulement les interprètes, pour qu'ils construisent ensemble des connaissances nouvelles ou qu'ils s'assurent d'avoir des consensus sur ce qui est une bonne pratique, par exemple, dans tel ou tel contexte, quel type de principe éthique il faut appliquer avant un autre, etc. Donc pour ça, on réunit des interprètes, bien entendu. Enfin, c'est ce que souhaite le projet, réunir des interprètes, des chercheurs, mais aussi des gestionnaires de banques d'interprètes ou des gestionnaires d'organismes communautaires qui ont affaire à des services d'interprétation qui gèrent ça, et des intervenants, qu'ils soient du milieu de la santé ou d'autres milieux. Ça peut être l'éducation, la justice, etc. Pour que tous ces gens-là puissent communiquer et partager sur ce sujet fondamental pour l'accès aux soins. Et ainsi, on brise une partie du problème, enfin, qu'est l'isolement des interprètes. Comment ça s'est déroulé? Est-ce qu'on va y arriver? Ça, c'est une autre paire de manches, on n'est pas encore là. Mais, donc, on a commencé à penser au projet en 2023. On est allé chercher des partenaires, justement. Mélie était enthousiaste, et tant mieux, et Lamia aussi. Et à partir, on a écrit des demandes de subventions, comme je vous l'ai dit, au CRSH et au MEIE. On a obtenu les subventions. Et donc, à partir de là, on a engagé plusieurs firmes. D'abord, une firme pour nous aider à construire le projet plus en détail. Ensuite, une autre firme pour construire le portail web, et ce qu'ils sont en train de faire. Et puis, on a une firme maintenant aussi de communication pour nous aider à diffuser la bonne nouvelle d'Interstice. On a maintenant déjà des éléments qui existent. Je peux vous montrer comment c'était pour construire le parcours de l'usager. C'était comme ça, pour après avoir une idée plus précise de ce qu'il fallait faire informatiquement. Ça, c'était avec la première firme engagée. Mais donc, aujourd'hui, on est plutôt dans la partie rodage que dans la partie idéation et construction. Donc, il y a déjà les deux portails. En fait, le site existe dans une version préliminaire. Les deux portails sont présents aussi. La formation est au tiers de prête à peu près. Le tiers de la formation est prête. Et pour le portail de partage, de mise en commun, c'est en train d'être rodé. Et comme je vous l'ai dit, il y a un volet recherche aussi qui devrait commencer dès que tout ça sera en ligne et disponible pour les interprètes et les autres acteurs, dès cet automne et peut-être même un peu avant, j'espère. On va recueillir des données sur l'impact de la formation, sur les connaissances, bien entendu, des interprètes, mais aussi sur leur bien-être, justement. Ça, c'est vraiment une préoccupation. Vous avez entendu, je suis prof de psycho, donc ça m'intéresse, ça. Et on espère diffuser les résultats. On cherche, bien entendu, à pérenniser ce projet-là. Ce n'est pas juste un one-shot pour un projet de recherche super intéressant, mais on veut que ça soit installé, ça s'installe au Québec et que ça devienne une référence pour l'interprétation. Donc, on cherche des nouveaux partenaires qui seraient intéressés pour développer des formations, par exemple, pour développer des projets de recherche et évidemment des sous pour que tout ça puisse fonctionner. Voilà, donc je vous ai montré le petit plan. Ensuite de ça, voilà, un exemple, enfin pas un exemple, c'est le site web tel qu'il se présente aujourd'hui, dans sa version d'essai. Vous avez les deux plateformes que vous voyez en dessous, la plateforme formation et la plateforme partage. Donc il y aura cette page d'accueil qui présentera la mission d'Interstice et l'accès direct aux deux autres plateformes. Il y aura aussi quelques informations sur les partenaires, bien sûr, des ressources. On pourra mettre des ressources en interprétation, etc. Pour la plateforme de formation, comme je vous l'ai dit, ça devrait être vertical, en fait, parce que c'est un style assez classique. Ça va être une formation de 90 heures, l'équivalent de 90 heures, complètement autoportante, c'est-à-dire asynchrone, auquel les interprètes sont invités à s'inscrire et à suivre. Voilà le plan. Donc, il y a la théorisation, la théorie sur l'interprétation, les fondements éthiques, qui prend une bonne partie. Ils vont être informés plus sur l'organisation des services. Ça, c'est une partie difficile à construire. Et il y a une partie aussi où ils apprennent à se protéger. Quelles méthodes ils peuvent mettre en place pour se protéger, parce qu'ils sont souvent dans des situations compliquées, lourdes émotionnellement.
Et évidemment, il y a des quiz à chaque étape pour vérifier leurs connaissances et une mise en situation finale qui fera l'examen final de la formation. Ils auront 6 mois pour le faire et ils peuvent s'y reprendre à 2 fois si jamais ça ne marche pas la première. Voilà, en avant-première, un exemple de ce que sera la formation. Vous avez là à l'image Naheri Tavian, qui est la formatrice principale. On en a une autre aussi, Mahira Parak. Toutes les deux sont interprètes. Naheri a enseigné pendant 10 ans l'interprétation à l'Université de Montréal. Mahira aussi, d'ailleurs. Elles font chacune des parties où elles sont un peu plus spécialistes. En tout, comme je vous dis, c'est 90 heures. Il y a une vingtaine de modules qui sont prévus. On a pu faire de l'enregistrement. On a commencé l'enregistrement dans les beaux locaux de l'Université Laval. D'ailleurs, c'est un des partenaires aussi. Merci beaucoup, mon université. Et puis, la deuxième plateforme, la plateforme partage. Ça, c'est plus une espèce de... Non, je ne veux pas utiliser ce mot-là. C'est un lieu où on peut venir poser des questions et la communauté peut répondre à ces questions-là. Ensuite de ça, on peut voter pour les meilleures réponses à la question, ce qui fait en sorte que la réponse qui a le plus de votes apparaît en premier en dessous de la question. Ça permet de constituer ainsi une forme de banque de connaissances à propos de l'interprétation de services publics. Et comme je vous l'ai dit, ça n'inclut pas juste les interprètes qui vont discuter entre eux. Il y aura des chercheurs, des gestionnaires et des intervenants. Et on a, comme je vous le disais aussi, c'est déjà en cours de rodage. Voilà à quoi ça ressemble. Vous avez des listes de questions comme ça qui ont été posées. Et moi, je peux vous mettre ça en plus en détail. Donc là, vous avez une question. En dessous de la question, en général, on est encouragé à mettre une petite mise en contexte pour faire mieux comprendre la question. Et en dessous, vous avez les réponses. Celle qui a le A vert c'est quel côté? Gauche. Sur la gauche. Vous voyez, elle a eu 2 votes. Donc, elle apparaît en premier par rapport aux autres réponses qui ont été mises. Donc, ça, vraiment, on peut poser toutes sortes de questions. Là, c'est les questions sur les émotions, mais ça peut être des questions beaucoup plus administratives ou des questions de recherche. Là, il y avait aussi une question sur, par exemple, l'usage du mot communautaire plutôt que service public. Moi, je préfère interprétation de service public, mais les partenaires ont choisi d'appeler ça interprétation communautaire. Donc, il y a aussi cet échange-là qui est disponible. Mais il y en a beaucoup. Et vous pouvez aller, si ça vous intéresse, et poser vos questions, ainsi participer à cette construction de la professionnalisation de l'interprétation. À quoi ça va servir? Il y a plein de bénéfices à tout ça, à notre avis. D'abord, pour les interprètes, c'est une forme de reconnaissance. Comme l'OTIAC, l'Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec, est impliqué, il y aura une forme de reconnaissance par l'ordre. Même si pour être un interprète agréé, il faut une maîtrise, normalement, l'OTIAC ils sont en train de discuter de savoir comment exactement pour que ça reste dans le cadre de la loi sur les professions. Mais il va y avoir une forme de reconnaissance de la part de l'ordre de la formation interstice, puisqu'ils sont impliqués depuis le début aussi dans la construction du contenu de la formation, par exemple, avec tous les principes déontologiques, etc. Donc, ils vont reconnaître ça. Et ça va donner une forme de reconnaissance professionnelle, on le souhaite, aux interprètes qui auront suivi la formation. D'ailleurs, il y aura la liste des interprètes, comme dans n'importe quel ordre professionnel. On peut avoir accès à la liste des interprètes qui auront terminé et suivi avec succès et terminé la formation. Donc, ça va améliorer leurs compétences, on l'espère. Pour les intervenants, évidemment, ça va aussi améliorer leur travail, faciliter leur travail avec les interprètes. Ils n'auront plus affaire à des interprètes qui interprètent justement leur rôle de façon différente, variée, parce qu'ils n'ont pas une formation de base commune. Pour les gestionnaires, ça peut être une base de connaissances, l'accès à la plateforme partage, qui permettrait à ces gestionnaires-là d'avoir une meilleure idée de qu'est-ce que c'est que l'interprétation, quels sont les enjeux pour sa gestion, etc. Pour les chercheurs, c'est avoir accès à un ensemble d'interprètes et de personnes qui emploient les services d'interprètes au quotidien de façon facilitée. Et on peut imaginer toutes sortes de recherches, autant sur la plateforme partage que sur la plateforme de formation. Nous, on en a quelques-uns qui vont commencer, mais comme je le répète, ça serait à développer et ça serait avec joie que je discuterai de ça avec vous si ça vous intéresse. Et évidemment, pour le domaine en général, ça va améliorer, on espère, donner un statut professionnel aux interprètes, un petit statut professionnel, un nouveau statut professionnel, je ne sais pas comment ça serait une base. Après, on peut développer à plus long terme aussi. Et pour les usagers, évidemment, je les ai mis en dernier
mais c'est les premiers qui vont en bénéficier, je l'espère, c'est d'avoir accès à des interprètes professionnels, bien formés, et dans des situations où il n'y aura plus d'embûches, il n'y aura plus d'obstacles, ni pour l'un ni pour l'autre. J'ai terminé, mais je tenais à nommer toutes les personnes impliquées. Je vous en dis, il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, j'en ai oublié une, je vais la nommer. C'est Stéphanie Arsenault, professeure en travail social à l'Université Laval, qui est la co-chercheuse du projet pour le CRSH. Elle devrait apparaître en haut aussi. Voilà. Sinon, il y a beaucoup d'étudiants qui sont impliqués pour les projets de recherche. Et il y a Ken, Lamia et Mélie pour le SUS et la banque d'interprètes. Et comme je vous l'ai dit, le centre multiethnique, la maison pour femmes immigrantes, et l'OTIAC. Voilà, je pense que j'ai terminé. Je ne sais pas s'il y a des questions. Moi, j'en ai une. Allez-y. Peut-être que tu peux y aller en premier, puis après, je me passerai la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui assure la vigie des réponses qui sont données sur la plateforme? Des réponses et des questions aussi. Oui, pour l'instant, c'est François qui est responsable de la plateforme. Et ça fait partie des défis qu'on a pour le plus long terme, c'est de pouvoir avoir les moyens d'engager quelqu'un qui ne serait pas à temps plein, ça ne serait pas nécessaire, mais à temps partiel pour vérifier ce qui se passe sur cette plateforme, absolument. Pour l'instant, c'est possible parce qu'on a des fonds de recherche, et donc c'est associé à ça. Mais c'est un défi, oui, c'est prévu. Il y a d'ailleurs une charte éthique pour la plateforme qui a été élaborée aussi. Oui, je ne l'ai peut-être pas dit, mais pour chacune des plateformes, il y avait un groupe de travail qui avait été formé, dans lequel il y avait des représentants des partenaires. Et donc, tous les défis, enfin, tous les enjeux ont été discutés dans ces groupes de travail avant de passer à la mise en place concrète du projet. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je voudrais savoir, est-ce que les interprètes pourraient toujours être rédacteurs? Est-ce qu'on va avoir un diplôme? Ils peuvent être rémunérés aux États-Unis. Alors, j'espère bien que ça va être reconnu d'une façon ou d'une autre par les institutions qui emploient les interprètes, mais nous, on ne peut pas obliger les institutions à les payer plus ou mieux que ceux qui n'auraient pas suivi la formation. Mais c'est l'objectif, oui, c'est qu'il y ait une forme de reconnaissance et aussi monétaire, bien entendu. Par contre, c'est parce que vous utilisez le terme interprète communautaire. Oui. Est-ce que c'est ceux qui se retrouvent justement dans les hôpitaux ou c'est des bénévoles, des interprètes bénévoles? C'est ça. Est-ce qu'il y a deux catégories d'interprètes? Les officiers. C'est une excellente question. Alors, vous avez 2 heures? Bah, le choix de communautaire, ça a été débattu au sein de l'équipe d'Interstice. Ce n'était pas mon choix. Moi, j'aurais préféré interprète de service public, qui, à mon avis, est plus large, couvre plus largement ce que font les interprètes. Mais communautaire, dans le cadre du projet, ça veut dire tous les types d'interprètes, qu'ils interviennent en milieu hospitalier, dans le système de justice, ou à l'école, ou dans un organisme communautaire. Peu importe où ils interviennent, nous, on les appelle interprètes communautaires. On les différencie. En fait, l'autre type d'interprète majeur, c'est les interprètes de conférence, qui, eux, font des études universitaires jusqu'à la maîtrise pour être interprètes de conférence, mais interprètent dans des contextes très différents. C'est pour le gouvernement ou pour les organisations internationales, etc. Et ils font du simultané et pas du consécutif. Le simultané, c'est que vous entendez et vous parlez tout de suite. Donc, ils font de l'interprétation simultanée comme ça. Dans l'interprétation communautaire, c'est en consécutif. On a un usager, par exemple, va dire 2-3 phrases, l'interprète va interpréter, le professionnel répond, l'interprète interprète. Bref, c'est comme du ping-pong et pas en simultané. Voilà. Donc, eux, ils sont formés pour faire du consécutif, alors que les interprètes de conférence sont formés pour faire du simultané. Ce n'est pas du tout le même type d'interprétation. Oui. Oui. Et le statut, après, vous disiez, est-ce qu'ils sont bénévoles, est-ce qu'ils sont employés? Mais mon objectif, ça serait de rejoindre tout le monde, que même les bénévoles suivent cette formation-là. Parce que c'est un métier, hein, l'interprétation. Il ne suffit pas d'être bilingue pour être interprète. Et vous l'avez probablement tous expérimenté une fois ou l'autre. C'est un métier. Il faut des compétences. Et même 90 heures de cours, ce n'est pas grand-chose. Oui, madame. Juste pour être sûr d'avoir compris, vous avez mentionné que pour être interprète
certifié ou qualifié. Il y a, ouais. Maîtrise, Oui, dans certains pays, oui. certains pays. En Australie, par exemple. Oui. Au Québec, est-ce que les athlètes qu'on peut retrouver dans les hôpitaux, est-ce qu'ils doivent avoir ce type Non, de diplôme? non. Ben, Lamia vous a présenté son processus de recrutement qui est très rigoureux, mais elle n'exige pas la maîtrise pour recruter. Par exemple, mais pour être interprète agréé, membre de l'ordre, il faut une maîtrise. Et ça, ce sont en général des interprètes en langue des signes qui ont accès à une formation universitaire ou les interprètes pour le gouvernement, justement, des interprètes de conférence. Eux, c'est les seuls qui peuvent qualifier pour être agréés par l'ordre et ils sont moins de 100 au Québec. Oui. Je veux savoir s'il y a un affichage des personnes qui ont suivi une formation, qu'il y a une certaine reconnaissance de la part de l'ordre des interprètes ici. À ce moment-là, est-ce que ça implique une responsabilité professionnelle à ces gens-là? Parce que Oui. le but fondamental d'un ordre professionnel, c'est de protéger le public. Absolument. Alors, si l'ordre affiche les personnes qui ont suivi la formation en question et qui l'ont réussi, est-ce que ça implique quelque chose sur le plan de la qualité de service? Absolument. Qu'il soit donc qu'elle puisse être contrôlée et vérifiée, et qu'elle puisse être de plainte. Oui. On n'a pas de oui, tout à fait. Ben, de toute façon, ce n'est pas l'interstice qui va décider ça, c'est plutôt l'ordre qui va... Ouais. Mais oui, ils veulent aller dans ce sens-là. Absolument, ils veulent aller dans ce sens-là. Ça ne serait pas les mêmes critères que les interprètes agréés, par exemple. Il n'y aurait pas non plus les mêmes frais d'inscription à l'ordre, des choses comme ça. Mais oui, c'est vraiment dans ce sens-là qu'ils veulent aller. Ils sont aussi en négociation avec l'Office des professions pour faire reconnaître ces statuts-là d'interprètes communautaires auprès de l'Office des professions. Mais ça fait plusieurs années qu'ils le font. Ils sont très heureux de participer à Interstice parce que ça leur donne un argument pour argumenter avec l'Office des professions. Mais l'Office des professions n'est pas très répondant pour l'instant. Ouais. Mais oui, c'est dans ce sens-là qu'ils veulent aller.